Océan Pacifique, le grand océan. Une immensité liquide qui s'étend sur plus du tiers de la planète. Un infini de bleu semé de miettes de terre proches ou lointaines, d'îles hautes ou basses jetées au hasard dans le grand vide. De l'eau, beaucoup, et des hommes, un peu. Des océaniens, héritiers des grands voyageurs qui, voici 3000 ans, de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Amérique du Sud, ont mené leurs pirogues d'îles en îles au travers des derniers espaces vierges. Découvreurs sans carte ni boussole, mais fins connaisseurs des étoiles, des vents et des courants, ils ont inventé la navigation hauturière bien avant les Vikings et traversé le Pacifique bien avant Magellan. Colonisant des milliers de terres sur des milliers de kilomètres, disséminant leur langue, leur art, leurs plantes et leurs relations à la mer et aux ancêtres. Et même si le temps et l'espace ont progressivement conduit à des différenciations entre les peuples et les cultures océaniennes d'aujourd'hui, il reste de cette formidable aventure humaine des traits communs entre les descendants des conquérants du grand océan. « 20 000 km dans sa plus grande largeur. Le Pacifique est vaste jusqu'à la démesure et très vide en dépit de 25 000 îles pour la plupart minuscules. Les géographes occidentaux au XIXe siècle les ont divisés en 3 ensembles. Mélanésie au sud-ouest, Micronésie au nord-ouest et Polynésie au centre. Mais à cette division historique, la recherche moderne substitue désormais les notions d'Océanie proche et d'Océanie lointaine, basées sur des critères archéologiques, ethnologiques et linguistiques. San Francisco, Université de Californie à Berkeley. 33 000 étudiants, 1800 enseignants et un département de recherche spécialement dédié à l'archéologie océanienne, dirigé par le professeur Kirsch. Les premières migrations humaines en Océanie proche ont eu lieu il y a au moins 40 000 ans. Mais les dates exactes font encore l'objet de controverses. Certains soutiennent même qu'elles ont eu lieu avant, mais nous sommes certains qu'elles remontent au moins à 30 000 ans. Ces populations sont venues du sud-est asiatique jusqu'en Océanie proche, notamment en Nouvelle-Guinée, en Australie et sur les îles les plus proches de l'archipel Bismarck. Puis, il y a environ 4 000 à 3 500 ans, on assiste à une nouvelle vague de migration en Océanie proche. Ces hommes sont appelés austronésiens en raison de leur langue. Les langues qu'ils parlaient font partie de la même famille, mais étaient très différentes de celles qui avaient évolué en Océanie proche. Ces nouveaux arrivants venaient d'Asie, de l'Asie du Sud-Est, probablement des régions côtières du sud de la Chine, de Taïwan et des régions adjacentes, correspondant à ce qui est actuellement la région de Canton et de Taïwan. Et le plus important, c'est qu'ils ont amené avec eux la pirogue à balancier et à voile. Nouvelle-Zélande, sud-ouest du Pacifique, l'ultime découverte des navigateurs océaniens. Ici, la pirogue est un symbole et un objet d'étude scientifique. Je pense, comme la plupart des archéologues, que les premières embarcations étaient très probablement des radeaux, notamment à l'époque des glaciations, au Pléistocène, lorsque les populations ont commencé à se déplacer d'île en île, en direction de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie. Je pense que la pirogue monoxyle a probablement été inventée au début de l'Holocène, il y a peut-être entre 10 000 et 5 000 ans. Mais ce ne sont que des suppositions en fait, car il n'y a aucune preuve archéologique. Toutefois, les types d'outils retrouvés, comme les herminettes en pierre polie, qu'on peut utiliser pour creuser un tronc d'arbre, apparaissent sur la côte de Nouvelle-Guinée dans l'archipel Bismarck il y a entre 10 000 et 5 000 ans.
Nous ne pouvons que faire des déductions à partir d'autres sources de preuves. L'une d'elles, c'est le mot pirogue à balancier, dans les langues malayo-polynésiennes primitives, qui était probablement parlée à des endroits comme les Philippines et l'Indonésie orientale. Mais elle n'était pas parlée à Taïwan il y a 4000 ans. Mais ce qui permet de déduire que le balancier avait été inventé. Le concept de la pirogue équipée d'un balancier avait déjà été inventé par ces populations. Les pirogues devaient être assez grandes pour transporter une population fondatrice. Bien sûr, d'autres ont suivi, il n'y a pas eu qu'un seul voyage, mais les pirogues étaient certainement grandes, assez grandes pour transporter suffisamment de personnes en une seule fois. À mon avis, pas plus d'une douzaine d'adultes, ça n'était pas l'arche de Noé. Mais vous savez, une douzaine d'adultes sur une pirogue, c'est beaucoup de monde. Et il y avait aussi, je pense, des enfants. Ils emmenaient leurs femmes et leurs enfants, bien sûr, parce que fondamentalement, leur objectif était d'établir une colonie, mais aussi leurs plantes et leurs animaux. Il y avait donc le taro, la banane, le poulet, le chien, le rat du Pacifique et le cochon dans certains cas. La seconde grande vague de migration dans le Pacifique, cette expansion austronésienne, est marquée archéologiquement par un type de poterie très caractéristique, appelé lapita, du nom d'un célèbre site archéologique en Nouvelle-Calédonie. Cette poterie lapita, que l'on retrouve actuellement dans des centaines de sites archéologiques, n'a pas seulement été identifiée en Océanie proche, mais aussi en Océanie lointaine. La frontière entre l'Océanie proche et l'Océanie lointaine se situe à l'extrémité des îles Salomon, à l'île San Cristobal. Cette culture lapita s'est étendue de l'archipel Bismarck en Nouvelle-Guinée aux îles Salomon et au-delà de l'Océanie proche, au Vanuatu, aux Fidji, Tonga, Samoa, îles de la Polynésie occidentale, puis vers le sud, jusqu'aux îles Loyauté et à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, la limite sud de la Mélanésie, atteinte et peuplée par l'homme il y a 3000 ans. C'est ici, au début des années 50, qu'est né le terme lapita et que les premières datations au carbone 14 ont permis de donner sa profondeur temporelle au peuplement du Grand Océan. Au début des années 50, le premier véritable archéologue s'intéressant au Pacifique Sud-Ouest, qui est un Américain, qui s'appelle Guy Ford, vient en Nouvelle-Calédonie en 1952, après être allé à Fidji en 1949. Et parmi les sites qu'il va fouiller avec son collègue Shuttler, il fouille sur la plage de Koné, où Pirouté et Sarrazin avaient découvert ces types de poteries qui, au fur et à mesure des décennies, ont commencé à vraiment soulever l'intérêt des spécialistes de l'Océanie. Il fouille ce site, il trouve des milliers de tessons de poterie avec ces types de dessins, et à la fin de la fouille, il demande aux gens de Bako, aux Kanaks de Bako qu'il avait employés pour venir fouiller, il leur demande cette plage, elle s'appelle comment? Les gens lui répondent en langue raveke, la plage s'appelle Rapeta. Et lui, il est à moitié sourd, il a un sonotone, et il écrit dans son cahier The name of this site was Lapita. Tous ces sites appartiennent à la même période de temps, le premier millénaire avant Jésus-Christ, et qu'ils sont effectivement avec du matériel qui est très semblable d'un site à un autre, pas uniquement la poterie, mais également les outils en pierre, les haches, les parures en coquillage, c'est-à-dire qu'on est plus sur simplement une similitude de culture, mais on est sur un ensemble culturel régional qui concerne l'ensemble du Pacifique Sud-Ouest il y a à peu près 3000 ans.
Certaines de ces poteries sont décorées et sont même ornementées de motifs complexes, avec un grand soin apporté à leur décoration. Les décors représentent souvent des visages humains. Je pense que ces récipients décorés avaient une fonction spéciale, probablement cérémonielle, qu'ils étaient utilisés dans des rituels. Il est fort probable que ces rituels étaient associés au culte ou à la vénération des ancêtres, et que ces récipients étaient utilisés lors de cérémonies destinées à rendre hommage et à honorer la mémoire de leurs ancêtres, ou lors de cérémonies de mariage, d'échange ou de cérémonies funèbres. Ces objets sont en coquillage. Ce sont des ornements que nous appelons aussi des biens d'échange. Ceux-ci ont été fabriqués avec des coquillages de type cône et d'autres types de coquillages présents par centaines sur le site de Talepaque-Malai. Nous pensons que ce site était un centre de production et probablement aussi d'échange de ce type d'objets avec les autres communautés Lapita dans l'archipel Bismarck et peut-être au-delà. Celui-ci est probablement l'objet le plus exceptionnel que nous ayons découvert au cours des 3 expéditions de fouilles à Talepaque-Malai. Comme vous pouvez le voir, c'est une sculpture anthropomorphe. Le visage fait penser au visage représenté sur les poteries. Lorsque nous l'avons extrait des fouilles, il était couché la face dans le sable, et lorsque l'ouvrier qui l'a découvert l'a ramassé, l'a retourné et vu son visage, il s'est écrié en créole « C'est le dieu Lapita ». Et effectivement, c'est probablement une représentation d'une divinité, peut-être un dieu de la mer. Les gens cherchant une nouvelle île avaient un certain nombre de contraintes qu'ils devaient régler très rapidement. La première contrainte, c'était réussir à accéder à la terre. Et accéder à la terre, surtout sur des îles où il y a des grands récifs extérieurs, ça pose des problèmes techniques. Les Européens, les premiers navigateurs, en savaient quelque chose. Or, la meilleure façon de rentrer dans un lagon, c'est de passer par une passe. Ce qui a un deuxième avantage pour des gens qui découvrent une île, c'est qu'au bout d'une passe, nécessairement, vers la terre, il doit y avoir de l'eau douce. Puisque l'existence même des passes dans le récif indique qu'il y a de l'eau douce qui empêche le corail de pousser. Ce qui veut dire que les découvreurs, au moment de rentrer dans une passe, n'avaient qu'à suivre quasiment en ligne droite pour arriver sur le bord de mer avec la garantie de la survie primaire, c'est avoir de l'eau douce. Mais il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on parle de Lapita, on parle d'une catégorie archéologique, d'un type de poterie qui se distingue par des décorations très caractéristiques. Cependant, la poterie ne disparaît pas complètement à Tonga et à Samoa. Elle cesse d'être décorée, mais elle continue à être fabriquée dans ces îles, probablement jusqu'au début du premier millénaire après Jésus-Christ. Il y a donc une continuité entre les Lapita et les anciens Polynésiens. Cette expansion austronésienne dans le Pacifique, qui commence avec ce phénomène Lapita, va donc s'étendre jusqu'aux archipels des Tonga et des Samoa vers 950 avant Jésus-Christ. À partir de là, il va y avoir une pause, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Nous savons toutefois que plus tard, vers 900 ou 1000 ans après Jésus-Christ, il y a eu une nouvelle vague d'expansion. Une avancée technologique y a probablement contribué. C'est la pirogue à double coque. Pas la pirogue simple à balancier et à voile, mais celle avec 2 coques jointes. C'étaient de grandes pirogues capables de transporter des dizaines de personnes ainsi que leurs plantes et leurs animaux.
Ce mouvement d'expansion qui part de la Polynésie occidentale, des îles Tonga, Samoa, vers l'an 900 après Jésus-Christ, les emmènera jusqu'aux îles de la Société, aux îles Cook, aux îles Australes, au Tuamotu, aux Marquises, à l'île de Pâques et au-delà, jusqu'en Amérique du Sud. Cette nouvelle vague d'expansion polynésienne pousse aussi vers le nord jusqu'à Hawaï et opère tardivement un retour vers l'ouest et la Nouvelle-Zélande atteinte au XIIIe siècle. La dernière étape de la formidable conquête du grand océan. Chaque découverte est suivie d'un temps d'implantation, d'occupation de l'espace, d'échange. Le temps de la naissance des sociétés océaniennes. Nous sommes ici à Deva, à la limite entre les poteries du sud et les poteries du nord de la Grande Terre, mais on est encore dans les poteries du sud. Eh bien, sur ce site ont été découverts pas seulement des poteries de la tradition du sud, mais également, par exemple ici, là, des poteries de la tradition du nord qui indiquent clairement que ce lieu était un lieu d'échange et de rencontre. Il y a des échanges qui se sont faits aussi bien avec les gens du bord de mer en allant ramener des coquillages. Il y a plein de coquillages au sol ici qui ne sont pas venus tout seuls, donc c'est de la nourriture qui a été montée du bord de mer, mais également des échanges avec ou des relations avec les gens de l'intérieur. Par exemple, cette pierre ici qui visiblement a reçu des coups et a été donc utilisée comme une espèce de marteau. Cette pierre, c'est une pierre de péridotite. Or, il faut une dizaine de kilomètres vers l'intérieur pour arriver au pied des montagnes de péridotite. Donc, encore une fois, cette pierre-là a été portée à partir de la zone des péridotites, amenée ici parce qu'elle est lourde pour pouvoir être utilisée comme outil. Comme outil probablement pour principalement la taille. Si vous avez un certain nombre d'éclats de pierres taillées, c'est une espèce de phtanite, c'est-à-dire une pierre siliceuse qui se tranche relativement bien, mais encore une fois, ces pierres ne viennent pas directement du site, ont été amenées ici pour pouvoir réaliser des outils. Donc on a sur des espaces comme ça une vraie histoire, des vraies évolutions dans l'organisation de l'espace, les échanges, les relations, probablement les guerres, les alliances. Une fois une île découverte, une fois probablement que les gens revenaient sur l'île avec des femmes, des enfants, l'objectif de peupler cette île et de s'y installer, il y avait une deuxième contrainte. Cette deuxième contrainte, c'était de trouver rapidement des terrains où ils pourraient planter leurs ignames primitives, leurs tarots primitifs, les cannes à sucre, les bananiers. C'est-à-dire qu'il fallait assez rapidement avoir la garantie qu'à l'arrière du cordon dunaire, on pouvait planter des plantes qui, surtout des tubercules, qui étaient relativement résistants à tout. Je dis parfois qu'ils transportaient avec eux leur paysage. Les gens n'apportaient pas seulement des objets, des plantes, des animaux, des ustensiles. Ils apportaient aussi tout un ensemble de concepts sur l'organisation des nouveaux territoires qu'ils avaient découverts. Pour planter, les premiers arrivants ont brûlé la forêt, à la fois détruit et reconstruit leur environnement, sculptant dans la montagne leurs terrasses de culture. Pendant longtemps, il y a eu un débat pour savoir si ces techniques, en particulier de terrasses de taraudière, donc de maîtrise de l'eau en fait, qui correspond au niveau du principe à la maîtrise de l'eau des rizières qu'on a en Asie du Sud-Est, si cette technique avait été apportée par les premiers arrivants, puisque une partie de leur bagage culturel est liée à l'Asie du Sud-Est. Or, ce que l'on voit, c'est que d'une part, on n'a aucune indication archéologique, aucune,
de l'utilisation de ces techniques de terrasse et de canalisation pendant au moins les 1500 premiers ans de peuplement. C'est de l'invention locale, c'est de l'invention océanienne, on va dire. Et donc vraiment les Kanaks dans la région, à part les Hawaïens, ont été vraiment les champions toutes catégories de la construction de ces structures en terrasse, parfois sur des pentes extrêmement raides. De leurs grandes pirogues et de leurs maisons de bois et de paille, il reste bien peu de choses. Mais pour la guerre, les dieux ou le prestige des lignées régnantes, ils ont parfois bâti en dur et laissé derrière eux leur mémoire de pierre. Discrètes ou monumentales, certaines mortes et d'autres bien vivantes, comme les Nasara du Vanuatu. Les Nasara sont des enceintes de pierre qu'étudie l'archéologue Stuart Bedford sur l'îlot d'Ouripif au nord de Malikolo. Quelques dizaines de cases, quelques centaines d'habitants, pas d'électricité, pas d'eau courante, le pain à l'ancienne, mais une vie sociale toujours rattachée à des pierres dressées qui sont le fondement de l'identité. Ici, les Nasara ne sont pas que mémoire. Ils vivent au quotidien, accueillent les réunions et les cérémonies coutumières. Plomi, Young John, Rangenvan. Mi plo urpipaila. Plesia emiwan Nasara we mi kalai istapno. Nasaraya nemplong Emil Mboteria. Emil Mboterial meaning plong iminim se Wes Nasara we mi kam lo plesia na Emiluk iko all part lo finem all manually Cesarai yang all manually my great lo please lo kita we kam lo island. Ini ana meaning plong nim. Nasara mi important it lo life plot today. If there's something we want to talk about, then we must call Nasara to talk about. Kalau submigen plo Kilim Peak, paim numbers plo all ping ni wali kalau sigam size. Ni kalau submigen mana mea sub katrema piam lo plisa plo singau temol man lo village lo Nasara li kam plo karem lo Nasara. Kami balai submitin sem distributi miam lo all Nasara lo plisa lo all Nasara lo epil Nasara ya liol sem distributi miam lo kitab lo kin lo man. Nasara emi one special something long custom we emi plo talemaut lo mifala oplo yumi se yumi who inside the place where yumi live lah. So emi stamba plo Nasara. From sibus Nasara ino kwat pe yumi no sabes yumi just come man on some yumi float nothing no yumi on some one piece wood where you suck a mikolo current or long tight Mr. Pulum all about also yumi just one cycle or some pe Nasara also meaning blame yumi also one stamba where you got roots inside them say tam we got establishment lo Nasara emi talemaut se you who inside the place where you come out land so emi ana emi stamba meaning plan lo custom
Yeah, I cover up every something inside the life. Life where you got full of something when been taking place inside long. Life lo nasara. Some before man only continue to pay for more ceremony or semester lo time man mi piknini mo ikam kasemo mi hol vala. Mi all stages long. So we got full of activities we have and also sometimes we got lo side lo married, we got lo side lo circumcision. We got the ceremony, we all beginning, we all small, all sabe. From me to do with them custom teaching too. On sabe also one we you brought that inside one family. So you sabe make more something we only master it all time the life we master the custom. So every teaching, every something we small something we me happen during long childhood. Become custom you all fella, you did. Emi kamar lo pesian. Yes, emi patlem tu namangi, don sa do namangi. Onsem lo sa do namangi. Onsem ting stop se suppose you stop make him one. Onsem example se suppose you work in one house. So you must kill him pig from you know stop make him from nothing. So you got him one canoe, you must kill him one pig. Suppose you make him one or something where you walk and block, finish him or complete him. And you must kill him pig from. So only count them all steps or sometimes you got some 10 steps. So you sabi ko long, go inside long, place up long. Kill him na one mangi, block tell him say, you sabi karam one title, place. So you come high man. From you been completing every steps long. Ces structures cérémonielles en pierre et les places de danse existent au Salomon, aux îles Santa Cruz, et il y en a aussi quelques-unes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il y a peu d'études sur le sujet. Il y a un important programme dans la province ouest des îles Salomon sur le développement d'autres systèmes de chefferie, avec de grandes fortifications et d'importantes structures cérémonielles qui se sont développées vraisemblablement il y a plus de 700 ans. Mais l'une des difficultés lorsqu'on essaie de comprendre l'histoire de ces structures par le biais de l'archéologie, c'est la complexité des données, parce que ce sont des structures en pierre qui sont très difficiles à dater. Beaucoup d'études ont été menées en Polynésie. Pendant des décennies, on a travaillé sur les structures cérémonielles en pierre, les marae, etc. On s'est surtout penché sur la construction, car la datation est très difficile. Mais il y a actuellement une nouvelle technique, la datation à l'uranium-thorium du corail, qui est souvent utilisée dans les cérémonies dans tout le Pacifique et qui permet d'obtenir une datation précise. Cette méthode de datation a été utilisée à Hawaï et en Polynésie occidentale, et nous espérons aussi l'utiliser ici. Sans aucun doute, les populations du Nord seraient d'accord pour dire que le Nasara et les structures cérémonielles en pierre sont une marque de l'identité du Vanuatu. L'avantage ici, c'est que vous voyez ces structures cérémonielles et même lorsqu'il n'y a personne, on a l'impression que quelque chose de spectaculaire a eu lieu ici. C'est ce qui a contribué à renforcer leur prestige, je crois, ici dans le Nord. Au Vanuatu, des Nasara. En Polynésie française, des aires pavées de galets et de pierres dressées en autels, des temples, les marae, où la souffrance et le sang versé ravivaient le mana, la puissance spirituelle. Parmi ces anciens lieux de grand pouvoir, pouvoirs spirituels et temporels, exercés par les prêtres et les nobles, il en est un qui domine et rayonne jusqu'à Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Taputa Poitea, sur l'île sacrée de Raiatea, considéré comme un centre politique et religieux international, une sorte de Vatican de la Polynésie. Le marae matérialise le pouvoir politique religieux de ces harii. Donc on va en retrouver plusieurs à Tahiti. On en a au moins 5 à Tahiti. Il y en a un à Papeto'ai, à Moorea. Voilà. Et à partir d'un certain moment, effectivement, comme les grandes familles harii faisaient des alliances entre elles dans les îles, donc selon la filiation avec la lignée dominante du marae issu du marae Taputa Poitea et de Opua, les gens pouvaient gagner
plus de pouvoir localement. Il parle même d'une université entre guillemets, université c'est-à-dire vraiment centre de la connaissance en tout cas ce qui concerne les connaissances occultes liées à la religion. Sa prééminence religieuse sacrée, elle est reconnue par tous, elle était probablement reconnue par tous également autrefois. On a des gens qui viennent de Hawaï, qui viennent de Nouvelle-Zélande se recueillir sur ce marais, mais qui le reconnaissent comme tel et qui ont ce marais Taputapuane, cette origine de Hopoa, de Raiatea, dans leur propre généalogie et leur propre tradition. Tēnei whenua I tōna matamuara, ko prohia te ia whenua I te whenua mo. Tēnei I hao nei mo ai. Nō te mea ia, ko prohia o mea Hawaii, whanau rā whenua. Te ioi o te ia whenua I te matamuaro. Tara tōna I o matamuaro, Hawaii. Hawaii, whanau rā whenua. Atai. Hawaii, whanau rā atua, apiti. Hawaii, whanau rā ari, atoru. E Hawaii, whanau rā tata. E maha o hipa, no ni ai sui te I whenua. E tera mō mea, ua prahi rā tui te mua. Noria te I whenua, Hawaii, prahi ai te teito rai whenua mua, I sakere. Tōna I whanau rai I te matamu. Nā mua ro atu rā, ua riro te I mea whenua, I whenua matamu e roto I te I e ao, rato I ti o rā te maahui. Te unei tātou te wahai prahi e I teito rai, taura atapu. No te hao ne prahi e taura atapu, no te mea. Te otu te ie, e ti tauhui a mai e te mou tātā tō e rātere me rā tōna te ara. I whora tō I a tāmei nei sui te ie wahai. Nō rea te wahai prahi ai teito rai, au taura atapu. Tō hai tīpā a te ie, te mou rātere nā o nā mei. Te rā te awa mō. Ona te awa mō. Wahai te ie, e pārihi ai, mau manihini tō. Nā o nā mei. Mia hoku lea mā. Whawhai te mā, wain atu atu mau ai harame rātou, unei rātou whāri hia. Orea te wahi prahi ai, tau rātou. Tara, te I tātou I mua te I o hoi. Te I o hoi, I unei, te tātai whanahohi ano, ona te te ano te ari, e mena e iari, e tuhi ai nia. Hura ona tuhi ai nia, e pupuhia tōna mo te hia. E te mūtahia e pupuhia ni e sui ana. Te aura tara mūtahia. Te mou I oa ia, te mou ari I te whātere mei te whenua, raia tea I teitora. Tō rātou mou I oa te tuhia, ni e sui te mūtahia, te pupuhia atu, I ni e sui te ari. Io ti tara mūtahia, mūtahia pupua ni te ari, e rea te ari e tuhia ni te pārahira. Ai o te, pautei ona I o. I ona I maiwa hi ai e tui ratira. Trai o me prahi a vivule roa. Se la o. Tana ona I ona maiwa hi ai. Maiwa te ari, maiwa te ari. I o. I o tina, awa I ona I o. I ona praparau ai moi tona nuna. E te hipa e roa hi a. Korohi e ruto I te wahau te ari, poromata. A arohia tō e tata, tōna poromata, korohi ana te ari. Pāmu te ari. E tera poromata tōna aura, te piti a te mata o te ari e ite. Te wera te poromata e ite whakata, te wera te poromata e ite atea ona I te hipa. E tu. Tera ia, whanhaura, no te ari. E te poromata I horo hoi nana. Ea. Raia, whanau ai o te I e o hoi. Tōna I o tara hoa I tai proture o tau. Ruea. Te papatea. Te papa o nāma.
Des pierres pour réunir le groupe, des pierres pour exalter la foi, des pierres aussi pour la guerre ou le prestige. Comme à Maré, en Nouvelle-Calédonie, avec l'enceinte fortifiée de Nakudotit. La tradition orale rapporte sa construction à une rivalité de prestige, un concours entre clans dont il serait impoli aujourd'hui encore de dire qu'il a été entaché de tricherie. La histoire, inomoko na ewama. Ewama, ça veut dire ewama, e busengon, la rosca, ome, ese, ome. Aleme, ekutionelo que bucho, chinio e wetit, adoritit, ome, nakudotit. Aleme, sanat atilocho chaini omele yale roi puchacho chaini cho wala ri cho chaini yo rebut inoreti ule kola con haganyeo ame vidilu na ome buchi mesai na ngornata no taete de con ngornata ino bucha adome bucha de con site korewi bucha na chaini wiwi que me buchom chabungyo kapadan to chaini lodi abuche anachete que bedona chaini abuche chuhane lo to chaini kapadane but buche chaini lo mele ado hipi que buche ado ha as que buche na wacho no rewi kabucho medi be de chuhane lo di kapadan chorebut achoran abuche mi chaini lo chaini lo que buchi Juan el otro chaini chi hippie cadorite tal buchi me nuevo tamara me le co guacoco de con la guchelera yo me le co histoire me le co in no mele asa de como no mucanel to ya en el me chichi mugeti. Merci beaucoup. Je vous que tu parles au dernier de Kouzlou. La structure de Nakudotit fait en pleine longueur à peu près 180 mètres de long sur 145 mètres de large et les murs font entre 9 et 10 mètres de large avec un maximum qui atteint quasiment 4,50 mètres. À ce jour, Nakudotit est effectivement la construction la plus monumentale qui était signalé ou que les Kanaks aient montré aux scientifiques. Et cette monumentalité recoupe ce que la tradition orale a retenu sous la forme du concours. Ce qui est traduit aujourd'hui en français par le terme de concours relève en fait de ce que les anthropologues connaissent bien dans le Pacifique, dans les sociétés traditionnelles, c'est les rivalités de prestige. Ces rivalités de prestige, suivant où vous êtes et à quel moment vous êtes dans le Pacifique, ces rivalités de prestige, elles peuvent se traduire de façon extrêmement diverse. Construction de prestige. Au royaume de Tonga, à Amongamawi, le Triliton, tel un gardien de la grandeur passée d'un vaste empire maritime, symbolise la puissance du roi. D'après ce que je sais de ce monument, il a été construit par le 10e roi, Tuitatui, et ses 2 fils. Il a été construit vers le XIIe siècle par des hommes. À cette époque-là, Tuitatui était un roi très puissant. Il devait faire la démonstration de son pouvoir pour contrôler les gens qui vivaient dans cette région du Pacifique. Le Triliton lui-même pèse environ 55 tonnes. La plus grosse pierre pesant à elle seule 26 tonnes.
Cet empilement s'élève à 4,50 m de hauteur sur 3 mètres de large. C'est une structure vraiment conséquente. Beaucoup de sociétés anciennes dans le monde pouvaient construire un monument aussi important sans être nécessairement puissantes ou très organisées. Vous pouvez avoir une population peu nombreuse, de 30 personnes environ, à l'origine d'un monument en pierre. Ils pouvaient en construire un très grand sans avoir besoin d'une organisation sociétale complexe. Ce qui est particulier dans le système tongien, c'est que vous n'avez pas un seul monument. Vous en avez une grande quantité. À La Paja, c'est très intéressant car il y en a vraiment beaucoup. C'est monumental dans le paysage et cela démontre un pouvoir significatif regroupé dans un même lieu. Donc il ne faut pas prendre en compte un seul monument, mais cette concentration de monuments qui nous donne la preuve de l'existence d'un système politique tongien très puissant. À ce puissant royaume qui connut son apogée au XVe siècle, il fallait une capitale pour accueillir les pirogues venant de 1000 km à la ronde apporter le tribut des premiers fruits. Ce fut La Paja, sur Tongatapu. Le site rassemble 21 tombeaux royaux, les Langui, dont 9 d'une taille dominante. Bâtis en escalier, bordés de dalles pesant jusqu'à 50 tonnes, ils sont intégrés au village et à la vie quotidienne. Les Langui sont les monuments funéraires des rois Twitonga. Dès les temps anciens, La Paja est le lieu où sont enterrés les rois. C'est là que sont leurs tombeaux. C'est pourquoi on les appelle les Langui. Langui en tongien signifie ciel, ou lieu le plus élevé, là où le roi était enterré, leur lieu d'inhumation. Aujourd'hui, les habitants de La Paja retrouvent les gestes de leurs ancêtres. Ils restaurent ces Langui qui pourraient faire l'objet d'un classement à l'UNESCO. Toutes ces structures, aussi bien du Triliton que des tombeaux en terrasse ou Langui, n'existeraient pas sans nos ancêtres. Sans eux, nous n'aurions pas ces monuments qui nous sont encore si chers au XXIe siècle. Par ailleurs, une telle nation devait avoir un gouvernement fort et uni, un leadership fort, une grande vision de la hardiesse pour mener à bien son expansion et fonder un empire. Dans le passé, les Tongiens ont sans nul doute disposé des ressources et des compétences nécessaires. C'est pourquoi ils ont réussi à élargir leur influence sur les archipels voisins, notamment les plus proches, Samoa et Fidji. L'influence s'est réduite, les dynasties ont changé. Mais Tonga reste aujourd'hui un royaume, le seul du Pacifique insulaire. D'autres, ailleurs, se sont écroulés, peut-être pour avoir poussé à l'extrême l'exercice du pouvoir absolu. Pohnpei, État fédéré de Micronésie. Là, c'est une véritable cité lacustre qui a été bâtie pour abriter les nobles et les prêtres, puis abandonnée quand leur autorité s'est effondrée. Nan Madol, la Venise noire, belle, mystérieuse, inquiétante. Une ville en ruine rongée par les palétuviers, ancienne capitale religieuse et politique de la dynastie Sodler jusqu'au XVIe siècle. Une ville dédale, une cité de canaux et d'îlots artificiels. Un lieu de résidence pour la noblesse, mais aussi une cité mortuaire et une leçon d'architecture à base d'aiguilles de basalte de 10 tonnes, empilées comme des bûches géantes pour former des murs de 8 mètres de haut et de 5 mètres d'épaisseur.
La construction de Nan Madol à partir du XIIe siècle aurait demandé 250 millions de tonnes d'une roche qu'on ne trouve pas à proximité et qu'un magicien aurait fait voler dans les airs. C'est ce que dit la tradition orale transmise de génération en génération. Elle se souvient des sauts de l'heure, certains bons et d'autres cruels. Elle raconte la vie quotidienne de la cité, mais ne dit rien ou ne veut rien dire, des raisons qui ont conduit à son abandon et à la crainte qu'elle suscite encore aujourd'hui. To our knowledge, À notre connaissance, il y a sur ce site 92 îles construites par l'homme, à Nan Madol. and on the lengthwise, Le site s'étend sur 1,6 km de longueur par 800 mètres de large. the width side is about half a mile long. What the oral traditions D'après la tradition orale, indicated, on parle de deux frères, Olisipa et Olosopa, qui sont venus de quelque part au sud vers Pohnpei ou de l'ouest, du sud-ouest. or west, so southwest. They didn't. There is no Nous n'avons pas indication. d'indication d'une région spécifique. But they arrived on Pohnpei En tout cas, ils sont arrivés à Pohnpei et voulaient construire un lieu de rituel. center. Finally, they found Ils ont finalement trouvé que Nan Madol était l'endroit idéal. so they Et ils ont constructed construit their cette cité maritime. worship structure or place at Nan Madol. Je pense qu'ils ont fait le choix d'être orientés vers la mer car c'étaient des gens qui avaient l'habitude de vivre au bord de la mer. C'étaient des gens de l'océan, donc ils voulaient vivre à proximité. Mais je crois que c'était aussi un moyen de s'exclure, de se mettre à part de la population de Pohnpei. Les démarches pour le classement de Nan Madol datent de plusieurs années, mais cela n'a jamais abouti. Il y a eu des désaccords entre les chefs coutumiers et les dirigeants du gouvernement. Mais maintenant que je suis en position d'agir, c'est la cause que je défends. Très clairement, je vais faire le maximum pour que Nan Madol soit enregistré au patrimoine mondial. On dit de Nan Madol qu'elle serait le reflet terrestre d'une cité identique bâtie sous la mer. Encore un mystère à élucider pour les archéologues dans ce vaste Pacifique où bien des questions restent sans réponse. Mais au fil des recherches, l'Océanie livre ses secrets. Une grande profondeur temporelle, une extraordinaire épopée maritime, des traits culturels partagés hérités d'ancêtres communs et des civilisations disparues dont l'ampleur échappa aux navigateurs européens. Ces derniers, croyant découvrir le grand océan, n'avaient que 2 à 3 000 ans de retard. Je suis né dans les îles à Hawaï, où j'ai grandi, et je suppose que je suis devenu archéologue de l'Océanie en partie parce que j'y ai mes racines. Lorsque nous faisons des fouilles archéologiques dans une île, nous travaillons toujours avec des gens du pays et nous nouons des contacts avec la population locale. J'engage souvent des gens pour travailler avec moi. Je vais dans les écoles, j'essaie de parler aux enfants de ce que nous faisons. Mais le plus intéressant, c'est de voir que les gens ont appris à l'école, généralement des écoles d'origine coloniale, que l'histoire commence avec l'arrivée des Européens. Par exemple, quand j'ai travaillé aux îles Tonga, dans les écoles locales, les enfants pensaient qu'ils n'avaient pas d'histoire ancienne, remontant à avant l'arrivée du capitaine Cook et des Européens. Puis nous avons effectué des fouilles et mis au jour des poteries Lapita sur l'île de Niuatoputapu, et j'ai dit aux gens, ces poteries ont 3000 ans, ce sont vos ancêtres qui les ont fabriquées. Et ils ont eu cette réaction, ça alors, nous avons une histoire qui remonte à 3000 ans. Ils étaient fascinés. Et peu de temps après, à l'office du dimanche, quelques-unes des personnes qui travaillaient avec nous étaient pasteurs de l'église méthodiste et ont prononcé un sermon dans lequel ils disaient « Nous étions déjà là à l'époque de Jéricho, quand les murs de Jéricho s'écroulaient et que le Christ marchait dans les rues de Bethléem. Nous faisions de la poterie. » Comme vous le voyez, leur vision du monde s'est élargie en prenant conscience qu'ils avaient une histoire ancienne, une histoire aussi longue et riche que celle de l'Europe, de la Terre Sainte ou d'autres pays. C'était très exaltant de voir ça, de voir leur esprit s'ouvrir ainsi.